C'est l'heure du journal de l'Afrique. Bienvenue sur France 24 à la une ce soir. Ce geste symbolique est sans doute lourd de conséquences pour Raila Odinga. L'opposant kényan, candidat malheureux à la présidentielle de 2017, a prêté serment mardi comme président du peuple devant des milliers de partisans réunis à Nairobi. Les autorités qualifient l'investiture d'acte de trahison, un acte passible d'arrestation. La grève des médecins résidents, l'équivalent des internes, se poursuit en Algérie. Un millier d'entre eux ont manifesté à l'intérieur de l'hôpital Mustapha, principal hôpital d'Alger. Des nouvelles négociations ont eu lieu avec le gouvernement, des discussions qui n'ont pas abouti. Nous avons pu contacter un médecin, membre d'un collectif qui soutient la grève. On l'écoutera dans un instant. Enfin, nous recevrons Barthélémy Gaillard, journaliste co-auteur avec Christophe Glaise de Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains. Un livre qui sort ce mercredi dans les librairies. Une enquête sur les dessous du recrutement de très jeunes footballeurs africains. On commence donc par cette cérémonie d'investiture de l'opposition kenyane à Nairobi. Une intronisation symbolique de son leader, Raila Odinga, qui ne reconnaît pas sa défaite à la présidentielle d'octobre dernier. Un événement interdit par les autorités. Raila Odinga est passible d'arrestation. Ludovic Defoucauld. Une main sur la Bible, le leader de l'opposition kenyane prête symboliquement serment au milieu d'une foule de 15 000 personnes. Il fallait se déplacer pour voir la cérémonie. Interdite par les autorités, elle n'a pas été retransmise à la télévision. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple kényan. Pour la première fois de son histoire, le peuple s'est réuni avec des centaines de milliers de personnes pour dire « trop, c'est trop, nous en avons assez des élections truquées ». Raila Odinga conteste toujours les résultats de la présidentielle de fin août. Pourtant, après l'annulation de la victoire de son rival Uhuru Kenyatta à cause de soupçons de fraude, il avait boycotté le nouveau scrutin. Pour ses sympathisants, il est le seul président légitime du Kenya. Comment ça se fait que quand c'est Raila Odinga qui est intronisé, tous les médias nationaux sont fermés? Alors que quand c'est ceux qui ont volé l'élection qui sont intronisés, c'est diffusé dans le monde entier. Il y a 20 jours, la mission d'observation de l'Union européenne sur les élections kenyanes a présenté son rapport final. Résultat, les droits démocratiques des Kenyans ont été bafoués par le parti au pouvoir, mais l'opposition n'est pas en reste. Elle est accusée d'intimidation et de discours haineux. Les violences entre partisans d'Odinga et policiers ont fait près d'une centaine de victimes depuis le scrutin. Les pêcheurs de Saint-Louis en colère après la mort d'un des leurs partis pêcher dans les eaux mauritaniennes. La zone est soumise à autorisation, mais les pêcheurs de Saint-Louis s'y aventurent quand même et les incidents sont récurrents. Les détails avec notre correspondante au Sénégal, Sarah Sako. Elle s'est rendue à Saint-Louis. Les pêcheurs de Saint-Louis sont en colère. Lundi, ils ont manifesté. Quelques boutiques appartenant à des Mauritaniens ont été pillées, des voitures brûlées, quelques bâtiments vandalisés. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement ici à Saint-Louis. Il a voulu rassurer les pêcheurs quant à leur sécurité. Un patrouilleur de la Marine nationale a d'ailleurs été déployé au large pour empêcher ces pêcheurs sénégalais de se rendre dans les eaux mauritaniennes plus poissonneuses. Mais ici, le mécontentement règne. Écoutez ces réactions recueillies à Saint-Louis. On en a marre, on en vient même à tuer. On veut une solution définitive pour ces histoires de licence pour qu'on puisse travailler normalement. Vous savez pourquoi on va en Mauritanie? C'est parce qu'on n'a rien ici. Vous savez ce qu'on dit, ventre vide n'a pas d'oreille. On tombe comme des mouches et ce n'est pas Dieu qui nous tue. Il faut que le président en fasse quelque chose. Depuis 2015, l'accord de pêche entre le Sénégal et son voisin mauritanien est caduc. Les deux pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la nouvelle réglementation. Les incidents entre pêcheurs sénégalais et gardes-côtes mauritaniens se sont multipliés. On en vient à la grève des médecins résidents en Algérie. 2 mois que l'équivalent des internes en France suivent le mouvement. Leur principale revendication, l'abrogation du service civil qui les oblige à exercer entre 1 et 4 ans dans des zones parfois reculées, en plus des 12 mois de service militaire obligatoire pour tous les Algériens. Nous avons pu contacter tout à l'heure le docteur Bey Abderrahim, endocrinologue et membre du collectif des praticiens spécialistes algériens. Nous l'avons interrogé sur l'avancée des négociations avec le ministère de la Santé. Les autorités leur demandent de faire grève avec un brassard et de reprendre le travail. Écoutez sa réaction. C'est le seul moyen de pression qu'on a, nous,
pour avoir nos revendications. Si on se remet au travail, on sait d'emblée qu'après les médecins on va dire qu'ils vont lâcher prise, le seul moyen pour revendiquer nos droits, c'est la grève. Nous, ce qu'on veut, c'est l'abrogation du service civil, parce qu'on a vu au fil du temps que ce service civil ne sert pas la cause du patient. Il a prouvé son échec et on veut une réforme profonde de ce système. Pour le moment, on peut dire qu'on est au point mort, on n'a pas de réponse concrète, on n'a que des promesses. Et nous, ça fait déjà, ce collectif a été créé déjà en 2011 et après 7 ans, ça reste que des promesses. On va vous parler à présent des Chibani, ces cheminots marocains à la retraite qui livrent un combat judiciaire contre la SNCF. Ceux qui se désignent aujourd'hui comme les indigènes du rail accusent la Société nationale des chemins de fer de discrimination. La SNCF avait été d'ailleurs condamnée en première instance avant de faire appel. Le verdict est attendu cette semaine. Karim Yayaoui a rencontré quelques-uns de ces cheminots. Voyez leur témoignage. C'est aux abords de la gare de l'Est que les anciens cheminots marocains de la SNCF, ceux qu'on appelle les Chibani, nous attendent, souriants mais déterminés. Depuis des années, ils mènent un combat contre la Société nationale de chemin de fer. Ils l'accusent de discrimination à tous les niveaux. Dans un local prêté par un syndicat, ils se souviennent du début de leur combat. En 1998, qu'un chef de gare, ici à la gare de l'Est, il était voir mes collègues, il a dit « Comment ça se fait ? Vous travaillez le même travail et vous n'êtes pas traité le même traitement comme les autres. » Quand j'ai commencé le combat, je n'ai pas commencé pour l'argent. J'ai commencé pour la dignité des contractuels qui fait un bon travail. Beaucoup de ces Chibani sont arrivés dans les années 70, souvent dans le cadre d'un accord avec les chemins de fer marocains. Ils accusent la SNCF de les avoir cantonnés dans les postes les plus ingrats, sans espoir d'évolution, ne bénéficiant quasiment d'aucun des avantages dont jouissaient leurs collègues français. En 2015, un jugement des prud'hommes donnait raison à une grande majorité de Chibani. La SNCF faisait alors appel, se réfugiant derrière une clause de nationalité. Il y a une loi de 1991 qui permet en fait à SNCF de recruter au statut des ressortissants français de nationalité européenne. Avant 1991, l'entreprise ne pouvait recruter au statut que des salariés français. Pour les familles de Chibani, la discrimination est évidente. En banlieue parisienne, on rencontre Wafa, une fille de cheminot marocain. Wafa est venue chez une de ses amies avec son père. Ce dernier refuse d'abord de s'exprimer, puis se penche avec pudeur sur quelques vieilles photos. Nous, on était jeunes quand on venait à la chapelle, au 61 rue de la chapelle. On est tous des Marocains qui travaillent ici. On travaille dans le Forba et le Louis, tout ça. Wafa nous montre un contrat de travail de l'époque. Il stipule une égalité de traitement et de salaire entre tous les travailleurs. Ou encore un relevé de retraite qui montre le fossé entre les travailleurs français et les Marocains. Mon père, comme ses collègues marocains, formait les nouvelles recrues pour qu'ils apprennent le métier. Les mois suivants, 3-4 mois après, ça devenait leur supérieur. Et il leur disait qu'ils faisaient mal le travail, alors que c'était eux-mêmes qui les avaient formés. Depuis plus de 10 ans, la SNCF n'a cessé de répéter qu'elle s'est contentée de respecter la loi. Mais pour ces enfants de cheminots marocains, le combat de leur père est tout simplement légitime et exemplaire. Et comme promis, on vous parle football avec notre invité Barthélémy Gaillard, journaliste et co-auteur avec Christophe Glaise de Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains. Un livre qui sort mercredi dans toutes les librairies. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre livre est en fait une enquête sur le système, les dessous du système de recrutement de jeunes joueurs africains. Comment avez-vous procédé? Vous avez rencontré tous les acteurs, c'est un vrai travail de terrain. Exactement, et si vous voulez, avant de se lancer dans ce travail de terrain, on a d'abord pris contact avec une ONG qui s'appelle donc Foot Solidaire et qui, elle, se charge depuis plusieurs années déjà de défendre les intérêts des jeunes joueurs africains qui arrivent en France et qui se retrouvent souvent dans des situations de grande détresse, que ce soit le fait qu'ils soient sans papier, qu'ils ne trouvent pas de club, enfin tout ça. Et du coup, une fois qu'on a pris contact avec eux, on a voulu un peu remonter la trace du parcours de ces jeunes joueurs africains, savoir par quoi ils étaient passés. Et c'est effectivement la raison pour laquelle on s'est rendu dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Et ça a été l'occasion, du coup, comme vous le disiez, de discuter avec tous les différents acteurs, donc que ce soit les joueurs eux-mêmes, mais aussi
les agents de joueurs qui sont plus ou moins louches suivant les cas, mais aussi les fédérations qui, elles, sont plus ou moins complices de certaines petites magouilles qui permettent aux joueurs de partir. C'est comme ça qu'on a pu réaliser l'enquête. Alors, dans votre livre, vous comparez le recrutement à de l'esclavage et certains agents dont vous parlez à des passeurs. Jusqu'où peut aller la comparaison ? Eh ben, la comparaison, à notre sens, tient, parce qu'on parle d'esclavage, mais d'esclavage moderne. Et si vous voulez, certains de ces agents, tous ne sont pas mauvais. La question n'est pas de dire que tout est blanc ou noir, mais certains de ces agents les plus louches d'entre eux, si vous voulez, entretiennent les jeunes joueurs dans une situation de dépendance totale. C'est-à-dire qu'en fait, ils leur font miroiter le rêve, celui de l'Eldorado européen, en leur faisant croire qu'ils pourront prétendre aux mêmes carrières que des grands joueurs comme Weah, Drogba, Eto'o, ou qui vous voulez encore. Et une fois qu'en fait ces jeunes ont mis le doigt dans l'engrenage, leur ont donné un peu d'argent pour soi-disant leur permettre d'avoir un visa, un billet d'avion et un essai dans un quelconque club européen, ils se retrouvent en fait pris au piège et dans une forme d'esclavage moderne, ce qui est par exemple ce qu'on a pu vérifier lors d'une de nos enquêtes en se rendant compte que 2 jeunes joueurs maliens par exemple arrivés à Madrid étaient entretenus dans un état de totale dépendance par leur agent espagnol qui leur avait volé leurs papiers et qui en fait percevait à leur place leur salaire et de temps en temps leur donnait 10 € tout en le notant sur son carnet de notes parce qu'il était un peu pingard quand même. Alors vous dénoncez aussi de nombreux trafics comme l'âge des joueurs par exemple et vous dites aussi que les clubs européens sont souvent complices de tout cela. Exactement, effectivement, il y a ce qu'on appelle un trafic d'âge auprès des jeunes joueurs africains, donc qui peut aller dans 2 sens. Très souvent, en fait, ce sont des joueurs, par exemple, qui ont déjà 20, 21, 22, 23 ans. Moins intéressant, du coup. Voilà, et qui, du coup, aux yeux des jeunes joueurs, des recruteurs européens, ils sont moins intéressants, qui vont se rajeunir par miracle de quelques années, ce qui leur permettra d'être plus sexy. Et à l'inverse, il y a aussi certains joueurs qui, une fois qu'ils sont tout près de signer avec un club européen, eux se vieillissent pour ne plus être mineurs et donc pouvoir échapper en fait au règlement de la FIFA sur les transferts de jeunes mineurs. Alors, un joueur de football sur 5 est africain en Europe, 1 sur 4 est africain en Asie. L'Afrique est incontestablement un terrain de recrutement, mais les histoires ne se terminent pas toujours bien. Selon l'ONG que vous citiez tout à l'heure, Foot Solidaire, basée à Paris, 6000 mineurs quittent chaque année l'Afrique pour tenter leur chance en Europe. Qu'advient-il de ces jeunes ? Eh bien, comme pour tous les joueurs qui prétendent devenir professionnels, 99% d'entre eux n'y parviennent pas. Sauf que là, pour le cas de ces joueurs africains, le gros problème, comme je vous le disais en début d'interview, c'est que la plupart, passé leur période d'essai dans un club, se retrouvent dans un pays dont ils déjà ne parlent pas forcément la langue, ensuite sans papier, et se retrouvent dans des situations d'extrême détresse comme peuvent l'être d'autres migrants qui, eux, ne sont pas partis pour des raisons sportives. Et c'est bien ce pourquoi le parallèle est totalement viable entre migrants et joueurs de foot. Alors, dernière question, quel message vous pouvez donner aujourd'hui à tous ces jeunes Africains qui nous regardent et qui rêvent de devenir footballeurs et de venir jouer, évoluer ici en Europe ? Eh bien, le premier message à leur transmettre, c'est tout d'abord la prudence. Absolument se méfier ou du moins pouvoir vérifier les dires des personnes qui vont leur proposer un soi-disant contrat ou leur faire miroiter quelque chose allant vers l'Europe. Il faut toujours être très prudent et ensuite, surtout, compter avant tout sur la formation locale et tenter de d'abord faire ses preuves au niveau local pour ensuite prétendre partir en Europe, mais toujours le faire dans les conditions les plus sécurisantes possibles. Merci beaucoup Barthélémy Gaillard d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à Célia Caracena et à Sadia Mandio. La suite de l'information sur France 24, c'est tout de suite. Élémentaire, présenté par Marina Bertsch. La pollution Internet, elle ne fait que commencer. 90% de nos déchets sont évitables facilement. En risquant nos vies pour l'océan, on risque nos vies aussi pour les générations futures. Ouvrons les yeux sur la planète. Rejoignez-moi dans Élémentaire, nous dépoussiérons les grands thèmes qui font l'environnement aujourd'hui. Élémentaire, à voir sur France 24 et sur france24.com.